Au départ, il y avait 6 personnes qui devaient intervenir. Comme il y en a une qui ne va pas intervenir, il en reste 5. Et au départ, nous avions 3h30. On pourrait prendre un petit peu plus. Donc, je ne vais pas stresser mes amis et collègues. Ricardo me dit on a 20 minutes. Au départ, c'était sur 20 minutes. Il va prendre le temps qu'il veut. Bien sûr, si au bout d'une heure, il parle encore, je l'arrêterai. C'est pour ça que j'ai pris mon paillon pour pouvoir interdire de parole. Mais surtout, ce que je voudrais, c'est qu'il y ait vraiment des questions très ouvertes et une vraie réflexion. Je situe un petit peu notre perspective. Il y a 1 an et demi, notamment en présence d'Amélia et de Ricardo, nous avons décidé de mettre en place une réflexion à Salvador de Bahia sur la localisation contemporaine. Et nous avons décidé de 2 choses. D'une part, d'un champ de recherche et d'autre part, d'une méthode de recherche. Le champ de recherche, c'était s'interroger sur les rapports entre ce que, en français, on appelle la localisation, la mondialisation, la globalisation, la localisation. Bon. Tout ça dans une perspective que je mène depuis une dizaine d'années sur le contemporain. Mais deuxièmement, et nous y tenions vraiment vivement, nous voulions que la méthode soit adaptée à l'objet de recherche. Et nous avons donc demandé pour ce colloque aux gens de mettre en place eux-mêmes des procédures de réflexion entre eux pour que leur prise de parole soit plutôt une prise de parole sur ce qu'ils ont fait localement plutôt que de dire simplement leur point de vue. Donc, entre le mois d'août et le mois de novembre de cette année, au Brésil, il y a eu un certain nombre de moments de recherche, de journées de recherche, qui se sont concrétisés par des DVD, des expositions, des rencontres. La même chose s'est passée aussi au Portugal et en Tunisie. Et le tout s'est terminé par un colloque le 16, 17 et 18 novembre sur la localisation contemporaine. La problématique générale que nous avions était la suivante. Il y a une réalité qui existe, qui est la réalité du monde, et cette réalité, on peut la voir selon différents points de vue. On peut essayer d'insister sur les aspects positifs comme sur les aspects négatifs. Si on insiste sur les aspects négatifs, on parlera alors, dans le langage que l'on s'est donné, comme ça, de globalisation, en insistant sur les aspects d'uniformisation, de marchandisation, de dépersonnalisation, etc., etc. Si l'on insiste sur les aspects positifs, qui sont là, présentés par le fait que j'ai 2 Ricardo d'un côté, Amélia et Léon de l'autre, qu'il y a Rosanne qui était il y a quelques jours au Brésil à ce colloque, et qu'il y en a d'autres qui sont ici parmi nous. Bref, la mondialisation aussi a un côté formidable, parce que sans la mondialisation, jamais j'aurais pu connaître Ricardo ou Amélia. J'ai un rapport au monde qui est différent. Donc, j'entends par mondialisation ces aspects positifs des choses. Alors, il va de soi que tout cela n'est pas né hier. On pourrait peut-être le dater, certains diraient de la révolution industrielle, d'autres diraient des guerres mondiales, d'autres diraient de la colonisation ou des grandes perspectives d'empire, telles que ça a pu se développer il y a même plusieurs milliers d'années. Mais vous sentez quand même qu'il y a des choses qui se passent. Et donc, notre alternative, le problème que nous voulons poser, c'est est-ce que l'on est face à un nivellement qui relèverait d'une globalisation où tout se ressemblerait,
un meilleur des mondes, ou bien faut-il articuler, et si oui, comment, et si oui, pourquoi, à la fois la plus grande localisation et la plus grande mondialisation, sans tomber dans une localisation qui serait narcissique, communautariste, fermée sur elle-même, bref, une sorte de secte, contente d'elle-même et voulant se perpétuer, mais tout de même en étant une localisation spécifique. En termes hegeliens, je dirais que l'alternative est entre l'universel abstrait et l'universel concret. Alors, je vais me taire, puis après j'écouterai, après je poserai quelques questions avec vous, et nous allons donc donner la parole à nos amis, et je crois que leur réflexion personnelle, en tant que chercheur personnel, mais aussi enraciné dans un lieu, c'est pas la même chose d'habiter à Bogota et d'habiter à Salvador, ou d'habiter à Florianopolis, ou d'habiter à Paris. Leur insertion dans une discipline, donc troisième caractéristique, 1, personnel, 2, si j'ose dire, territorial, 3, disciplinaire, c'est déjà 3 localisations spécifiques. Et je tiens à les remercier beaucoup d'avoir accepté de participer bénévolement à cette rencontre qui sera après publiée sous forme de livre. Je donne tout de suite la parole à Ricardo, que je vous ai présenté tout à l'heure, qui fait, si je veux dire, le même métier que moi, mais un petit peu plus loin. Voilà, merci Ricardo. Bon, d'abord, je tiens à remercier vivement à François Soulage qui nous permet justement de nous rencontrer dans cet esprit universaliste de la connaissance. Je pense que c'est très important de rencontrer mes collègues du Brésil et partager cet espace, et bien sûr à vous aussi comme public. Ce que je vais partager avec vous, c'est une réflexion autour des notions, un néologisme qui j'ai commencé à donner un peu de forme, ça s'appelle la phototopie, et surtout lié à la pratique artistique de 2 artistes photographes colombiens. Un, c'est Marcelo Mejía, et le deuxième, c'est Ana Darbe. Ces 2 artistes qui justement, ils ont un travail très intéressant, comme on va voir tout à l'heure, dans la pratique artistique. Et cette idée de concevoir la photographie comme un lieu précisément, ce n'est pas simplement une photographie qui fait référence à un lieu, que ça va être une évidence, mais c'est une photographie qui, en soi, et c'est une partie de l'hypothèse que je vais partager avec vous, devient aussi un lieu, un espace. Et les 2 artistes, j'ai eu la chance, quand j'ai dirigé un musée d'art à l'Université nationale de Colombie, de faire une exposition avec eux, d'organiser une exposition autour de cette notion, et donc de travailler aussi proche à eux. Donc c'est quelque chose que j'ai essayé de garder dans ma démarche aussi théoricienne, d'être très proche aussi aux artistes, de parler avec eux, de ne pas simplement imposer un point de vue à moi, mais de partager, peut-être parfois être étonné aussi de leur distance par rapport à mes pensées, mais bon, c'est une partie de leur démarche. Donc on commence tout de suite. La photographie, il y a une phrase qui vraiment, je voulais commencer avec cette phrase, c'est une phrase énoncée par Wim Wenders dans un film qui s'appelait Alice dans les villes, Alice en las ciudades. La photographie nous montre ce que l'on ne voit pas. Et Wim Wenders, qui jouait aussi dans son film, lui-même, il était en train de jouer le rôle principal dans ce film-là. Il était en train de conduire une voiture, et une main dans les volants, et l'autre main, il avait un appareil photo. Et il est en train, justement, dans ces passages dont il traverse le grand étendue de la plaine américaine, et il est en train de photographier ce qu'il voit autour, et il énonce cette phrase que je trouve vraiment très importante. La photographie nous montre ce que l'on ne voit pas.
Cette phrase nous intéresse non seulement car elle nous permet de saisir l'un des aspects essentiels à la photographie, avoir la visibilité et la invisibilité, quelque chose qui est inhérent à la photographie elle-même, mais aussi parce qu'elle nous fait comprendre les liens entre l'image photographique et les paysages urbains. Et cette proximité nous permet d'entrevoir les liens entre les lieux, les topos, parce qu'on va justement s'approcher à cette idée, et la photographie, que c'est une sorte d'écriture lumineuse. La photographie, donc, considérée comme un lieu, c'est l'essence de cette intervention. Et une bonne partie de la photographie contemporaine a la particularité de révéler de nouveaux espaces de réflexion. Les mots réflexion, la notion de réflexion, on doit la comprendre vraiment dans ce double sens du signifiant, c'est-à-dire comme une capacité physique, disons, d'un phénomène physique lumineux, et au même moment comme une capacité propre de la pensée, hein, comme quelque chose dans lequel on plonge, hein, donc c'est double sens, il faut la comprendre, et où les lieux urbains, ou les lieux de la ville, les espaces urbains, sont questionnés critiquement pour le regard de l'artiste. Un tel questionnement devient aigu lorsque les villes contemporaines, construites à partir du modèle d'un urbanisme sauvage, propre du capitalisme globalisé, créent de nouveaux espaces et lieux. De nouveaux espaces qui parfois sont conditionnés ou, disons, créés et bâtis sur un principe idyllique, hein, presque onirique, d'un confort absolu, à partir d'un principe de sécurité. Bon, on va voir ça un petit peu plus loin. L'être humain tend pratiquement à disparaître face à ces espaces. Hein, ça peut sembler un peu exagéré cette énonciation, mais ces espaces qui ont été bâtis et créés pour accueillir l'être humain, ça devient paradoxalement un lieu où commence à s'effacer la présence de l'être humain. Ces rapports va créer une sorte de phobie, car la présence humaine est médiatisée par la terreur. Alors ça c'est proche du travail de Hannah Arendt, que j'appelais les photophobies, et où les projections d'ordre spéculaire produites par les façades miroirs de nouvelles constructions sont bâties sur les principes sécuritaires générant des espaces autres, c'est-à-dire ce que Michel Foucault a nommé dans les années 68, fin des années 68, les hétérotopies. Hein, et cette notion, ça fait allusion au travail de Marcel Auvergne. Des espaces qui sont absolument déshumanisés, où toute présence humaine est regardée avec un certain soupçon. Espace de pouvoir, où le regard qui domine et surveille tels espaces agit comme un certain fantasmagorie des conditions des habitations, les habitants et les habitus des citoyens. Les constructions deviennent de plus en plus démesurées, presque invraisemblables. Bien sûr, il y a un rapport à la réalité, mais cette construction démesurée, l'être humain devient presque une sorte d'accessoire, disons, de ces grandes constructions. Vous allez voir les images, ces réflexions sont issues carrément des images photographiques de ces artistes-là. On dira, bon, ce que Riccardo est en train de raconter, il n'a rien à voir avec la réalité même des espaces urbanistiques. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans ces images-là construites pour des artistes, il a quand même un renvoi, un certain rapport aussi à notre réalité.